Histoire des sciences. Comment s'effectue la formation d'un nouvel individu? Classe de 4e. Dans l'Antiquité gréco-romaine, la majorité des médecins et des philosophes, comme Hippocrate, pensaient que les deux parents participaient à parts égales à la génération suivante. Durant de nombreux siècles, l'interdiction de disséquer des cadavres et l'influence du discours religieux empêchèrent d'effectuer une réelle démarche scientifique. Au XVIIe siècle, grâce à de nouvelles découvertes, la recherche des causes des phénomènes liés à la reproduction reprendra son essor. Ainsi, en 1672, un médecin hollandais, René de Graaf, découvre dans des ovaires de lapine des œufs contenant des embryons, c'est-à-dire des organismes au début de leur développement. En 1677, le naturaliste hollandais Anthony van Leeuwenhoek, grâce aux améliorations qu'il a apportées à la microscopie, découvre dans le sperme, ce liquide émis par l'organisme mâle lors de l'accouplement, des éléments mobiles qu'il appellera animalcules spermatiques. Une nouvelle théorie émerge alors, celle de la préformation, c'est le préformationnisme, selon laquelle l'individu est déjà présent soit dans l'œuf, soit dans l'animalcule spermatique. Deux écoles s'affrontent alors, l'ovisme et l'animalculisme. Un naturaliste italien, l'abbé Spallanzani, se passionne pour la reproduction animale. Il l'étudie particulièrement chez les amphibiens, dont il disséquera plus de 2000 individus. Il consigne les conclusions dans son ouvrage « Expérience pour servir à l'histoire de la génération des animaux et des plantes » paru en France en 1785. C'est un oviste convaincu. Il pense que les animalcules spermatiques, qui sont, vous l'aurez compris, des spermatozoïdes, et que nous nommerons dorénavant ainsi par souci de commodité. Il pense donc que ce sont des parasites et que le sperme permet uniquement le déclenchement de la transformation de l'œuf fécondé. Nous parlerons également ici, pour éviter toute confusion, d'ovule. Permet donc la transformation de l'ovule fécondé en tétard. Voici pour rappel le cycle de vie d'un amphibien. Ici la grenouille rousse. Je vous laisse l'observer quelques instants. L'hypothèse de Spallanzani est donc la suivante. Le sperme stimule le développement de l'individu préformé dans l'ovule. Dans une première série d'expériences, il réalise ce que l'on peut appeler un lot témoin, un accouplement normal où il constate la formation de tétards. Puis dans un lot test, il équipe les individus mâles de caleçons. Il n'y a pas de tétard formé. Dans un deuxième lot test, il recueille le sperme émis par le mâle dans son caleçon qu'il mélange aux ovules expulsés par la femelle. Des tétards se forment. Dans une deuxième série d'expériences, il constate qu'en l'absence de contact entre sperme et ovule, les tétards ne se forment pas. En revanche, et comme il l'a déjà observé, lorsque le sperme est mélangé aux ovules, les tétards se forment. Puis il filtre le sperme et recueille dans un premier temps le liquide filtré qu'il mélange aux ovules, et dans un deuxième temps, il recueille le contenu du filtre, c'est-à-dire les spermatozoïdes qu'il mélange aux ovules. Dans le premier cas, il n'y a pas de formation de tétard, et dans le second, on constate la formation de tétard. Vous et moi aurions conclu que les spermatozoïdes sont indispensables à la formation de tétard. Mais souvenez-vous, Spallanzani est un oviste convaincu et il n'arrive pas à se détacher de son idée de départ. Il conclut alors que le sperme ne fait que stimuler le développement de l'individu préformé dans l'ovule. Il valide donc son hypothèse de départ. 40 ans après ces expériences, c'est un biologiste, Jean-Louis Prévost, et un chimiste, Jean-Baptiste Dumas, qui établissent le rôle essentiel des spermatozoïdes dans la reproduction. Ils sont les premiers à réaliser une véritable démarche scientifique en physiologie, indépendante de tout cadre de pensée préétabli. En 1837, la formation de spermatozoïdes au niveau des testicules chez l'homme est démontrée. En 1841, on découvre que le spermatozoïde est une cellule, comportant comme toute cellule, une membrane, un noyau et un cytoplasme, mais qui possède une forme particulière. On distingue en effet une tête qui contient le noyau, et un flagelle qui permet à la cellule de se déplacer. Pour information, cette microphotographie provient d'un microscope électronique à balayage, qui bien évidemment
n'est pas contemporain de l'époque dont nous parlons. En 1875, les travaux sur l'oursin de l'anatomiste Wilhelm Oskar Erdwig permettent de mieux comprendre comment se déroule la formation d'un nouvel individu. Lors de la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule, que l'on voit ici au microscope optique, un et un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule. On le voit très bien au microscope électronique à balayage. Le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovule fusionnent, formant alors le noyau de la première cellule qui constitue chaque nouvel organisme, la cellule œuf. Ce phénomène, découvert donc à la fin du XIXe siècle, se nomme la fécondation. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.